quelques critères de discernement tirés de l'écologie humaine pour notre temps. Alors peut-être qu'il faudrait recadrer pourquoi on a besoin de critères de discernement de façon, on a toujours besoin, mais de façon très importante aujourd'hui. Des critères de discernement pour discerner sur quoi? Notre monde change, on le sait, il est bouleversé, démographiquement, économiquement, technologiquement, géopolitiquement. Nous sommes dans une période, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire, de grands bouleversements. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, ce n'est pas la dernière, mais nous y sommes. Ce qui est caractéristique, en revanche, de notre période, donc ce n'est pas le fait que ça bouge, c'est le fait que notre temps se définit comme un temps qui bouge. Définit le fait de bouger, le fait de se transformer, le fait de progrès, comme le sens même de notre vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, le sens même de notre société. Donc ça c'est relativement nouveau. Et c'est même, plus que nouveau, c'est perturbant. Parce qu'on peut se dire, finalement, tout change. Tout ce qui change est considéré comme positif parce que ça change. Et pourtant, on assiste à des drames, à des catastrophes, à des grandes erreurs dans les choix qui ont été accomplis par les générations précédentes, voire les politiques précédentes, voire les politiques, voire les entreprises. Donc, tout change, tout bouge, ça a l'air positif, ça perturbe tout, et en même temps, il faut bien se poser la question, au nom de quoi je peux dire que cette évolution, c'est un progrès? Je voudrais insister sur ce point. Toute évolution n'est pas un progrès. Toute évolution n'est pas un progrès. Tout changement n'est pas un progrès. Il y a un progrès si, selon des critères clairs, établis, discutés, controversés peut-être, on peut considérer que la société, après la décision, est meilleure sur tel point qui aurait été précisé que la société précédente. Il y a progrès si on estime, si on discerne l'avancée que l'on a définie par les bouleversements qu'on a mis en œuvre. Donc tout bouleversement n'est pas un progrès. Il y a une sorte de pathologie du progrès qu'on va appeler le progressisme. C'est-à-dire une sorte de croyance que parce que ça change, c'est nécessairement du progrès. Ça, je crois que nous avons tous, quelles que soient nos opinions, de croyances, nous avons tous à nous corriger de ce biais, de cette pathologie sociale, parce que l'expérience montre depuis un siècle, depuis 50 ans, que tout ce qui a changé n'a pas nécessairement constitué du progrès. Il n'y a qu'à regarder les impacts écologiques considérables et pour des générations de décisions qui ont été prises précisément sans discernement, mais parce que la technologie, parce que les nouvelles énergies, c'était des progrès. Donc, voilà le sens de cette intervention, de ce petit travail, de cette petite réflexion que je partage avec vous sur ce que peut être le sens de progrès. Et j'insisterai sur le fait que nous sommes tous pour le progrès. Nous sommes tous des artisans et nous sommes tous mus par le goût du progrès. Il ne s'agit pas d'opposer les anti-progressistes aux progressistes. Il s'agit d'opposer ceux qui discernent ce qui est réellement du progrès de ceux qui sont pris par l'hubris, le délire du progrès, et qui n'ont plus le sens du discernement pour savoir si les transformations sont réellement du progrès. C'est pourquoi je vous propose 3 critères issus de l'écologie humaine dont je vais parler, pour essayer de discerner ce qui peut être évalué comme du progrès dans les décisions que l'on prend concernant la vie, mais aussi l'économie, mais aussi la technologie, mais aussi la politique. Le premier des critères, c'est avoir ce que j'appellerais une écologie de la transformation. Je m'explique. Tout est lié. Si on prend une décision quelque part, aujourd'hui, dans un monde complexe, systémique, où tout est relié, ne serait-ce que par l'information, par les flux financiers, par les flux monétaires, lorsqu'on prend une décision quelque part, ça aura des conséquences ailleurs. Donc le premier critère de discernement, c'est de prendre conscience que, comme tout est lié, une décision apportera du progrès à la société si on évalue non seulement la décision qu'on prend localement, mais les conséquences que ça va avoir ailleurs. Une décision sur, je vais prendre un exemple totalement au hasard, sur le mariage par exemple, ça n'a pas que des conséquences sur la sociologie du mariage. Ça peut avoir des conséquences sur la démographie, sur l'économie du mariage, ça a des conséquences beaucoup plus vastes.
Et donc, premier critère de discernement, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre les choses, d'où écologie humaine. Alors, humaine parce que c'est au centre. Hein, l'humain est au centre, je ne vois pas quel est le facteur plus intéressant que l'humain pour un être humain. Mais écologie, oikos, notre maison, éco, hein, notre maison, elle nous est commune, et donc ce qui se passe dans une des pièces de la maison peut jouer sur toute la maison. Acquérons le sens de ce tout est lié, donc la prudence, qui consiste à se dire, avant de s'enthousiasmer pour une nouvelle, je ne sais quoi, norme, décision, une avancée, mesurer les conséquences que ça peut avoir, qui peuvent être très positives, hein, pour d'autres espaces de notre maison commune, mais qui peuvent être aussi négatives, et ça vaut la peine de le savoir avant, et pas de se rendre compte que la planète est polluée après avoir développé des énergies fossiles. Tout est lié, premier critère. Deuxième critère, je l'exprime dans une phrase que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous, on ne peut progresser que si on sait conserver. On ne peut progresser que si on sait conserver. Lorsqu'on prend une décision qui bouleverse, qui change, qui fait évoluer, avec cette intention de progresser, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que l'on doit conserver pour pouvoir progresser? Qu'est-ce qu'il est absolument indispensable de conserver dans cette société pour pouvoir la transformer, pour la rendre meilleure, plus belle, plus juste, plus accueillante? Qu'est-ce qu'il faut conserver? Aujourd'hui, se pose la question des migrants. La question, c'est pas d'être pour ou contre, c'est de savoir ce qu'il faut conserver de nos sociétés, y compris pour pouvoir accueillir des migrants. Parce qu'on accueille dans une maison que si il y a de quoi manger, s'il y a une porte ouverte, s'il y a une porte donc qui est ouverte, s'il y a des raisons pour que les migrants viennent chez nous. Donc vous voyez, c'est très naïf et très dangereux de ne s'intéresser qu'à une partie du problème qui serait qu'est-ce qui change, hein, qu'est-ce qui nous fait avancer, sans se poser la question immédiate, mais qu'est-ce qu'il faut que nous conservions pour que, y compris ceux qui changent, puissent changer. Donc, deuxième critère, qui est un critère de la vie, ça, vous savez, dans la vie, le seul objet qui ne fait que changer, sans se conserver, c'est un cadavre, hein, il se dissout. Mais la vie, c'est toujours une part de conservation qui permet une part de transformation, d'évolution, d'adaptation. Donc c'est notre deuxième critère, savoir conserver pour progresser. C'est un grand principe de l'écologie humaine, puisque dans l'écologie, bien sûr qu'il y a tout est lié, il y a aussi le fait que nous sommes dans la durée et que ce qui se passe aujourd'hui est relié à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Donc tout est lié dans l'espace, mais tout est lié aussi dans le temps. Et puis troisième critère qui est en lien avec ces deux premiers critères, c'est le critère de la séquence dans le temps. On a tendance à dire, lorsqu'on change, qu'il y a un progrès, transformation, on a tendance à dire ce qui était avant est obsolète, et archaïque, et démodé, et dépassé. Et donc, on a tendance à présenter l'évolution de manière linéaire. Il y aurait des choses à changer, à faire disparaître définitivement, et il y aurait des choses nouvelles qui transformeraient tout depuis zéro. Or, c'est pas comme ça que ça se passe, ni dans notre vie, ni dans la vie sociale. Dans notre vie comme dans la vie sociale, ce qui disparaît laisse des traces malgré tout. Des blessures, des souvenirs, une mémoire des forts, une mémoire des choses. Pour faire image, la transformation des sociétés ou des êtres, ça n'est pas linéaire, c'est par strates cumulatives. On hérite de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de tout ce qui s'est passé dans notre vie, et même si on change, même si on progresse, même si on se transforme, c'est toujours par accumulation. Alors bien sûr qu'il faut se débarrasser de certaines choses, mais il restera qu'une partie importante de nous-mêmes et de nos sociétés se construira par accumulation. D'où le troisième critère, qu'est-ce qui dans ce qui va se transformer, peut-être disparaître, va continuer à alimenter notre souvenir, notre mémoire collective, nos pratiques. Par exemple, on a beaucoup parlé, pour un exemple historique, de la Révolution française, on en pense ce qu'on veut, et reste que dans notre imaginaire collectif, tout ça, ça s'est imprégné. Que la royauté s'est imprégnée
vous voyez qu'on a accumulé des strates et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, y compris dans les transformations les plus échevelées, les plus avancées et les plus ambitieuses, les plus optimistes, nous héritons de ça. C'est le troisième critère. Soyons conscients du fait que nous sommes toujours en héritage. Donc nous avons nos trois critères tirés de l'écologie humaine. Donc écologie humaine, je le rappelle, parce que on ne peut pas isoler un problème de son contexte, mais on ne peut pas isoler un problème des structures qui le relient à d'autres problèmes. Tout est lié, nous sommes dans un monde qui est commun. Écologie humaine. Tout est lié. Nous avons à choisir entre transformer, conserver, mais nous savons que lorsque nous transformons, il faudra conserver toujours quelque chose. Et troisième critère, nous savons que lorsque la société, nous-mêmes, nous évoluons, nous sommes toujours héritiers de ce qui s'est passé avant et qu'il faut en être conscient, mieux que ça, gestionnaire. Hein. Non seulement prendre conscience pour soi, mais aussi savoir le gérer. Donc ces trois critères nous amènent à refuser deux attitudes, le progressisme et le conservatisme. Le progressisme, c'est, je l'ai dit au début de cette intervention, cette espèce d'illusion selon laquelle, parce que ça change, ça se suffit à soi-même pour dire c'est mieux. Non, j'en sais rien. Par rapport à mes trois critères, ça peut être mieux localement, mais ça peut mettre en cause d'autres espaces de la vie sociale, et ça vaut la peine de savoir que tout est lié. Donc, progressisme, cette illusion très naïve, très adolescente, finalement, de dire parce que ça change, ça se suffit à soi-même. Le conservatisme, c'est les deux pieds dans le même sabot, rester le frein à main, et se dire il faut absolument que rien ne change, parce que ça, on connaissait la société avant, et tout ce qui change la remettra en cause, et donc c'est morbide. Non, la vie, c'est de l'adaptation. C'est pour ça que je disais, nous sommes pour le progrès, nous devons être pour le progrès. Quand on est pour la vie, on est pour le progrès. Donc il ne faut pas se laisser raconter l'histoire par ceux qui seraient des gens de progrès, et puis il y aurait les conservateurs qui défendraient la vie. Défendre la vie, c'est défendre l'adaptation de la vie, donc le progrès, et évidemment la conservation. Et c'est là où on a besoin de cette intelligence que peut procurer une écologie humaine, c'est-à-dire une intelligence de l'ensemble de ce dans quoi nous vivons. Donc je crois qu'on devient vraiment homme, femme de progrès lorsque on tient compte de ce qu'est véritablement le progrès, selon ces trois critères. Je vais prendre un exemple que mon cher ami Tugdual a à cœur, qui est celui du transhumanisme. On a trop tendance à caricaturer en disant qu'il y aurait les progressistes, alors qui seraient vraiment pour la transformation de l'être humain de rien, puis il y aurait les conservateurs qui, eux, ne voudraient ne rien changer, même pas acheter une paire de lunettes parce que ça se transforme en individu. Évidemment que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est bien sûr que nous sommes pour le progrès médical. Bien sûr que non seulement nous sommes, mais nous l'accompagnons. Mais toujours en se demandant qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que ce progrès des personnes soit un progrès des personnes, pas un progrès des machines, pas un progrès des laboratoires pharmaceutiques, pas un progrès des personnes. Écologie humaine. Et en ce sens, c'est précisément parce que nous sommes pour le progrès que nous avons à nous interroger pour savoir qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que le transhumanisme ne soit pas ce délire progressiste qu'on nous présente parfois, à mon sens, de manière très marketing, plus marketing que réaliste. Voilà, je crois qu'il faut reprendre en main cette notion de progrès à partir de la bonne vieille notion de prudence. Hein, la prudence, c'était une vertu politique qui consiste à évaluer les choses tranquillement, avec le temps qu'il faut, on reparlera prochainement du temps, avec le temps qu'il faut pour peser, pour mesurer, pour mettre en relation les choses, ce qui est lié dans l'espace et ce qui est lié dans le temps, et appliquer ce principe de l'écologie humaine qui nous porte, qui nous anime, produire un monde qui s'adapte, donc qui est en progrès, mais un monde pour tout l'homme et pour tous les hommes.